On va parler de multisites, c'est-à-dire d'usines à sites. On va parler de Strapi comme, CMS, permettant de faire de l'usine à site parmi d'autres. Et on va parler de Kubernetes, qui est un outil qui permet d'orchestrer les déploiements, notamment avec des conteneurs comme Docker. Alors, je reprends la main sur la slide, c'est parti. Alors je me présente, je suis Gilles Guirand, directeur technique et cofondateur de Calliope, il y a maintenant 20 ans. Et ça fait 20 ans que je fais du développement web, des projets web, et donc des usines à sites parce que c'est un concept qui a toujours existé en fait. Toutes les entreprises, organisations publiques ou parapubliques ont toujours souhaité pour plein de raisons, et on va y revenir, pouvoir construire des, générateurs de sites web, du multisite en général. Et je pense de mémoire que mon premier projet de développement en étant même étudiant en 97, ça devait être un générateur de sites statiques pour l'éducation nationale. Voilà, et j'avance. Quelques exemples, à Calliope de ce qu'on a pu faire en générateur de sites. C'est vraiment des petits exemples par rapport à la liste très complète, de ce qu'on peut produire aujourd'hui. Voilà, parfois, c'est des usines à sites pour des milliers de sites, parfois c'est juste une douzaine de sites, parfois c'est, 1 site par an, parfois c'est 10 ou 100 sites par an. C'est très, très varié les expériences qu'on a pu, avoir sur des sujets complètement variés, de la pharma, du e-commerce, des centres de recherche, de l'industrie, voilà. Heu, OK. Alors les usines à sites, pourquoi une usine à site? Donc généralement, les motivations sont variées selon les entreprises. Heu, Habituellement, ça peut être des entreprises qui ont plusieurs marques et qui se motivent à avoir un squelette ou un template de site pour, global, et puis après le décliner pour chacune des marques. Ça peut être, une entreprise qui a plusieurs produits, de sa marque ou des variantes de produits de sa marque. Ça peut être une entreprise internationale qui a des pays ou des filiales dans divers pays, besoin de décliner, son offre et son représentation corporate ou marketing ou son e-commerce dans divers pays, pour les traduire et pour localiser le contenu, pour chaque pays. Ça peut être des usines à sites pour des marques blanches, par exemple un réseau de franchisés, un réseau de camping, un organisateur d'événements qui pour chaque événement a besoin d'un site, ou un pur produit d'éditeur, qui vend, des abonnements, pour des sites à pas cher et qui a besoin d'un générateur de sites. Heu, voilà, ou ça peut être pour, Strapi, faire une démo en ligne de Strapi, et pouvoir générer des Strapi pour faire des démos. Comme je vous le montrerai tout à l'heure. Alors dans la vraie vie, ça ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire qu'on a un ou plusieurs, thèmes, de sites, hein, à la fois du visuel, des fonctionnalités, mais parfois du contenu pour initialiser des sites. Et généralement, on décline, par exemple ici par pays, et évidemment, on a toujours un pays qui veut des particularités, donc on a généralement, des des cas, particuliers en fonction, des pays pour tel bloc, tel carrousel ou tel menu, supplémentaire à ajouter. On a évidemment parfois des API à brancher qui sont, en global, mais parfois spécifiques à un pays. Voilà, et on a aussi généralement du contenu, global qu'on souhaite, partager avec tous les sites, et puis du contenu local qui vient surcharger ou étendre le contenu global. Voilà, donc on est plutôt dans cet ordre d'idées quand on réalise une usine à site, finalement. Et pour les usines à sites, on a plusieurs stratégies pour, achever tout ça. On a une stratégie de aucun partage de contenu. C'est-à-dire, finalement, on génère des sites pour des marques, par exemple, et les marques, ben, en fait, elles se connaissent pas entre elles, c'est juste des marques du groupe. Donc on n'a rien à partager à part peut-être, des pages mentions légales, quelques pages satellites, des choses très administratives et périphériques, où ça vaut pas le coup d'aller faire, une grosse usine à gaz pour ça. On va dire, bah, on a des sites indépendants et quand on a un lien mention légale, on va sur le site global de la marque globale. Ou si on a vraiment besoin de partager du contenu, bah, on va utiliser par exemple le moteur de recherche, pour, qui indexe les contenus de tous les sites pour faire une recherche globale dans l'ensemble des sites, ou pour afficher un petit, les derniers commentaires ou les dernières news globales si on en a vraiment besoin via le moteur de recherche qui lui réagrège du contenu qui, au départ était complètement, découplé.
Également les utilisateurs viennent du SSO, les outils marketing sont là, on a un DAM pour tout ce qui est photo, vidéo et cetera qu'on peut partager donc on a absolument aucune motivation, dans certains cas de figure, d'avoir une seule base de données avec un partage de contenu, entre les sites. Donc ça, c'est un cas de figure assez courant, on va y revenir parce qu'on a d'autres cas de figure. On a le cas de figure du partage de contenu. Donc là, c'est-à-dire, dans notre organisation, on a beaucoup, de contenu, qu'il faut venir, positionner sur plusieurs sites. Typiquement, bah, des pages éditoriales, des articles, des médiathèques, des photos, voilà. Donc ça, c'est souvent les situations où on nous demande au CMS de jouer un peu tous les rôles, d'être à la fois, le fournisseur pour l'annuaire des utilisateurs, la base de médias photos, vidéos, la base de PDF, voilà. Bon ça, c'est parfois ce qu'on voit, par exemple, dans les organisations publiques qui ont des, localisations géographiques ou régionales avec beaucoup de contenu global et un petit peu de contenu local, mais quelque part le global pilote le local, enfin voilà. Donc ça c'est, également, c'est ce qu'on voit beaucoup. On le voit très peu dans l'industrie, dans les marques, hein. On est plutôt sur le modèle, une marque, une base de données, quoi. Dans ces stratégies, en fait, on a une seule base qui pilote tout. La plupart du temps, en fait, les sous-sites sont, des sous-arborescences, en fait, du CMS. C'est-à-dire qu'on a une arborescence globale et dans cette arborescence globale, on a un nœud quelque part qui va s'appeler, site 1, site 2, site 3, site 4. Voilà, donc on envoie sur du Magento, sur du Drupal, sur du Ibexa, tous ces systèmes-là, en fait, sont généralement conçus pour faire du multisite avec une monobase. Et généralement, on a, chaque site a sa page mention légale parce que pour X raison, bah, il doit y avoir une petite variation dans un texte ou quelque chose qui varie, qui fait que, ou alors ça varie pas du tout et c'est le global qui pilote toutes les pages qui sont, en local. Si je reviens maintenant sur le multibase, donc quand on parle du multibase, généralement, bah, on peut aussi partager des contenus. C'est-à-dire que dans une logique de multibase, on peut aussi avoir besoin d'avoir un contenu qui se synchronise. C'est-à-dire, on a une page maître sur le global, qui est mention légale, ou autre, ou la politique de sécurité et on veut que toutes ces pages, en fait, soient automatiquement synchronisées. Donc, ça aussi, c'est des situations qu'on voit, c'est-à-dire, quand on veut éviter la complexité d'une seule base de données, je reviendrai pourquoi c'est complexe, bah, on voit pas mal d'usines à sites où le contenu, quelque part, il est pas, unique dans une base de données, il est synchronisé via des mécanismes. À la publication d'un contenu dans le global, il vient automatiquement se mettre à jour dans tous les sous-sites, par exemple, dans toutes les autres bases. Via API, via import-export, via ce genre de système-là. On voit aussi des sous-sites qui, parfois encapsulent du contenu global dans le site, via, des popines, hein, ou des iframes. Avant, on faisait ça des iframes, maintenant il y a des mécanismes plus moderne et moins périmé que des iframes pour faire ça, comme du server side include, ou uniquement en JavaScript côté front-end. Le classique, par exemple, store locator, on clique sur un bouton, on a un panneau latéral. Bon, bah, ce genre d'outils qui vont pas apparenter à des widgets, ça parfois c'est aussi une façon de partager des fonctionnalités qui contiennent du contenu avec une galaxie de sites. C'est de les externaliser dans un widget pour pouvoir les diffuser, sur ses propres sites, mais aussi des sites, extérieurs. Alors revenons multibase. Pourquoi c'est intéressant les multibases et pourquoi c'est complexe? Heu, Pourquoi c'est intéressant? Parce que le multibase, ça permet de faire ça. C'est-à-dire ça permet dans une roadmap long terme, c'est-à-dire pas quand on doit générer 100 sites, une seule fois et puis basta, mais quand on vient, publier des sites, progressivement année après année, pour chaque marque, chaque pays et cetera et qu'on veut le loisir de les créer, mais aussi de les archiver, de les décommissionner, de vendre, sa marque avec le site, et donc de pouvoir sortir le site du groupe de sites, en fait. C'est très confortable une multibase pour ça, parce qu'en fait, il suffit de cloner la base de données pour transporter le contenu, d'un environnement à l'autre, du développement vers la pré-prod, vers la prod. Bah, en fait, c'est juste une base de données qui contient tout le contenu, donc c'est facile. On n'a pas besoin de faire des scripts de synchronisation, d'import-export et ce genre de mécanisme très fragile. On prend la base, on fait un dump, on l'envoie, on la récupère, on la manipule. C'est rapide, c'est safe, il y a tout dedans, on ne se pose pas de questions. Et on travaille de bout en bout,
soit de façon, verticale, c'est-à-dire, du développement UAT à la pré-prod et quand c'est prêt, ça part en prod. Hem, Soit dans l'autre sens aussi, là typiquement quand on a besoin de sortir un site, bah, c'est facile, de vu qu'il est pas lié à ses voisins, ils partagent le même code front-end, mais ils partagent pas les mêmes bases de données donc à ce moment-là, il suffit de vendre le site avec sa base, sans avoir besoin de venir nettoyer dans une base commune, bah, le site qui a été archivé ou qui a disparu, qui amène, au fil des années une sorte de dette technique. Par contre, l'inconvénient de ce multibase, c'est qu'il faut savoir tout industrialiser. C'est-à-dire que pour que ce soit possible, comme vous voyez ici, il y a beaucoup de bases de données, il y a beaucoup de sites. Ben, il faut être capable d'industrialiser ça parce qu'on va pas faire ça à la main. Voilà. On va pas cliquer sur des boutons, écrire du code à chaque fois qu'on a besoin de générer des sites ou les déplacer d'un environnement de pré-prod à prod. Donc il faut avoir ce savoir-faire d'industrialisation, qui est un savoir-faire qui est de plus en plus présent dans les entreprises, mais qui quand même est pas encore complètement mature de partout. On a encore beaucoup d'entreprises où c'est encore la machine virtuelle, c'est encore la ligne de commande et qu'il n'y a pas encore une automatisation dans l'ensemble d'une infrastructure, de bout en bout, quoi. Donc le ticket d'entrée, c'est, la modernisation des infrastructures et l'automatisation. Voilà et ça, c'est peut être vu comme un inconvénient quand on n'a pas ce savoir-faire-là. Alors pourquoi Strapi? Pourquoi en tout cas nous, Calliope, on aime Strapi dans cette logique-là et on le pratique de plus en plus dans ces contextes, d'usine à site. Déjà pour ses capacités headless, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de contextes où on parle de multi-sites, mais aussi de multi-applications mobiles, et pas que site web. Donc on a du multi-front-end, et cette volonté aussi de tout apaiser d'une façon générale, donc d'avoir du travail en headless. Heu, Deuxièmement, de plus en plus d'entreprises aussi ont un design system, un ensemble de composants visuels et fonctionnels, qui existent déjà et qu'il faut pouvoir enrichir et réutiliser. Donc il ne s'agit pas de prendre le thème, par défaut de son CMS et d'essayer de le personnaliser un petit peu pour le faire ressembler à sa marque, mais il s'agit de réexploiter un front-end, un ensemble de composants qui n'a pas de rapport avec le CMS et qui doit vivre sa vie indépendamment du CMS. Donc ce côté multi-front-end et ce côté design system et front-end qui doit être découplé du back-end, c'est ça qu'on attend avec le headless et la vertu du headless. Hem Et Strapi répond à ce schéma-là parce que c'est un CMS headless qui n'a pas de front-end et qui fournit toute la boîte à outils pour permettre de faire du front-end sur mesure, avec son propre design system, ses propres frameworks de développement préférés, ses propres stratégies de développement web, que ce soit de la génération de sites statiques, avec Gatsby ou de l'hybride ou du dynamique avec Nuxt, avec Next, avec, n'importe quoi en fait. On peut mettre, du Symfony devant, du PHP, ce qu'on veut quoi. Et également faire du mobile avec, Flutter, React Native ou du natif iOS, natif Android. Alors dans la vraie vie, ça ressemble plutôt à ça, parce qu'on évite, de refaire un couplage fort, c'est-à-dire de dire: «Bah, mes fronts appellent directement l'API de Strapi» et bah, oui, mais quand je fais une mise à jour de Strapi, que je dois faire évoluer mes modèles, ça m'arrange pas parce que je vais casser mon front. Donc généralement, on passe plutôt comme ça, c'est-à-dire qu'on a entre le CMS et le front-end, notre back-end intermédiaire qui fait une part de passe-plat, mais qui aussi fait la glue avec d'autres choses que le CMS. Parce que dans un écosystème digital un peu moderne, un peu riche, on n'a pas que le CMS, on a généralement d'autres API, qu'il faut venir brancher, des API, du legacy, c'est-à-dire, de l'héritage informatique de notre système d'information qui peut être, je ne sais pas, son ERP, son CRM maison, ses bases de données maison, son repository d'utilisateurs maison, ça peut être de l'e-commerce aussi, enfin n'importe quoi, mais généralement, il est assez rare d'avoir uniquement un CMS pour tout faire tout ce dont on a besoin sur son, front-end. Et également de pouvoir, brancher, d'autres services comme, du moteur de recherche type Elasticsearch, ChatGolia ou de la base de données quand on a besoin de stocker, de la donnée métier, un peu spécifique au travers d'une base de données et des API. Alors pourquoi Strapi aussi? Bah, parce qu'on l'aime bien quand même, au niveau fonctionnel. Alors je vais voir si je peux lancer une petite démo pour ceux qui ne connaissent pas Strapi. Je le fais la démo via la démo comme ça oh là là, il va me faire des vérifications de pont, voilà. Il me lance une petite démo comme ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller faire vous-même sur le site de Strapi pour reparcourir de façon confortable.
Donc là, typiquement, je viens d'utiliser sans le savoir ou m'en préoccuper, un générateur de site derrière qui vient me générer avec un petit on voit qu'on a une URL avec un petit H là, un truc. Il vient de me générer un Strapi parce que je lui ai demandé de le faire, qui va sûrement expirer, dans quelques heures. Donc ça, je suis dans un back office de Strapi. Il m'a généré un front office aussi qui a un site web de restaurant, voilà, qui liste des restaurants avec des fiches restaurants, voilà. C'est vraiment pour le prétexte de la démo que ça a été fait comme ça par les équipes de Strapi avec les heures d'ouverture et cetera, les photos. Heu, alors pourquoi on aime bien Strapi? Parce qu'il a quelques forces. Il a aussi quelques faiblesses, mais on va d'abord l'apprécier pour ses forces. Heu, donc ça, je suis dans l'interface d'administration et quand on contribue dans Strapi, généralement, on voit pas tout ça, hein, parce que là, je suis admin. Donc quand je suis admin, je vois tout, dont les paramétrages, les plugins et cetera. Les contributeurs, eux, ils voient, surtout ce qu'on voit là, dans l'onglet, contenu. Qui permet donc de lister des types de contenus. Et dans Strapi, ces types de contenus sont complètement libres, donc on peut les créer, et les concevoir, à façon. Donc ici, j'ouvre un article, par exemple, et dans les fonctionnalités qu'on adore et qui sont très compatibles avec des usines à sites, c'est par exemple cette logique de bloc. Dans Strapi, on peut concevoir des masques de saisie, à l'infini, comme on le voit là, hein, avec du WYSIWYG ou pas, voilà, masque de saisie, et on peut concevoir un catalogue de blocs. Comme ici, voilà, je peux rajouter des blocs, un bloc FAQ, des blocs, articles en relation, et cetera. J'ajoute des blocs et quand j'ajoute des blocs, après je peux, éditer ce qu'il y a à l'intérieur des blocs pour faire, bah, typiquement pour faire des pages comme ça, où ça c'est un bloc, ça c'est un autre bloc, ça c'est encore un autre bloc, et cetera, et cetera. Et quand on fait une usine à site, beh, on a besoin de faire ça, on a besoin de créer des catalogues de composants qu'on va pouvoir utiliser sur les divers sites. Certains partagés sur tous les sites, d'autres, spécifiques à certains sites quand ils en ont besoin. Pour gérer aussi les cas particuliers, c'est-à-dire le site, qui a besoin d'un bloc type témoignage, bah, de pouvoir créer ce bloc-là, le mettre à disposition de ce site-là et les autres pourront en profiter aussi, s'ils le souhaitent. Et ça viendrait enrichir ici, le catalogue des blocs disponibles qu'on peut configurer, contenu par contenu. Donc ça c'est voilà, cette logique-là est bien compatible avec l'effet catalogue. Dans une usine à site, on a besoin de cet effet catalogue pour éviter de faire du sur-mesure non réplicable. Donc Strapi est fort pour ça, il est fort pour designer ces types de contenus. Donc, on a un super content builder pour, créer pour chaque article, enfin chaque titre, ici on a article, hein, mais par exemple le restaurant, pour dire dans le restaurant, je vais avoir un nom, une URL, des images, un prix qui est une énumération, des informations, voilà. Ici on a nos fameux composants, voilà, les blocs qu'on peut rajouter et cetera, et tout ça est configurable et on peut même aller configurer le masque de saisie pour décider où se situe chaque champ. Est-ce que c'est sur 2 colonnes, une colonne, dans quel ordre? Voilà, tout ça est configurable pour avoir l'expérience, éditoriale la plus fluide, et productive possible. C'est, je pense, le maître mot de Strapi, c'est la productivité de la contribution et également sa sécurité, dans le sens où on évitera d'avoir de l'édition WYSIWYG, même si c'est possible. On l'a vu là en bas de l'article, il y a ici, là, voilà, ça c'est un CK Editor. C'est possible, mais on va éviter ça pour permettre une saisie la plus sécure possible, de ne pas pouvoir saisir n'importe quoi, n'importe où, pour rester compatible, avec le mobile notamment, et également, bah, éviter si on a des milliers de contributeurs, d'avoir à nettoyer, des indélicatesses, des erreurs de copier-coller d'HTML, ce genre de choses-là, enfin bon. Donc on aime bien ça, on aime bien aussi le plugin SEO, par exemple. Il y a des plugins qui sont très bien faits comme, ici là, on a un plugin SEO, on peut broser à quoi ça va ressembler dans Google quand notre article va être indexé. On a des critères de notation sur la qualité de notre contenu éditorial. On peut voir en détail, par exemple, ici, il me dit: «OK, le meta title, j'ai 33 mots sur 60 qui est le conseil habituellement donné. La densité de keywords n'est pas suffisante» et cetera. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça a rien à envier à un WordPress, par exemple. Heu, voilà, et puis on aime bien aussi dans la productivité et la contribution, le côté où tout s'imbrique, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas des panneaux latéraux qui s'ouvrent à l'infini, c'est-à-dire qu'ici, quand on vient éditer un bloc, genre les FAQ, où on a un titre et une description, on peut sélectionner, ici on peut rajouter, voilà, on peut déplier, déplier, déplier. Si je veux en ajouter, je l'ajoute directement ici, ma nouvelle FAQ, voilà, sans avoir besoin d'ouvrir des panneaux latérales, d'aller ailleurs, revenir, mettre en relation, enfin, cliquer 15 fois pour faire
modifications. Alors ça, c'est plutôt cool et je reviens à mes slides. Est-ce que j'ai montré tout ce que je voulais montrer dans la démo? Voilà, les composants, ça, on l'a vu. La gestion des droits aussi, c'est quelque chose qui est plutôt bien fait. La gestion des droits, c'est plutôt bien fait, c'est assez fin, c'est-à-dire qu'on peut aller vraiment de façon très granulaire, créer des rôles utilisateurs pour chaque type de contenu, chaque action d'un type de contenu, pour chaque type de contenu, champ par champ, pour dire qui a le droit de faire quoi, champ par champ pour chaque type de contenu. Et on peut même conditionner ces actions-là, par exemple pour dire on a le droit de mettre à jour uniquement si on a le même rôle que la personne qui a créé le contenu, si on appartient au même rôle. Le rôle qui peut s'appeler, pays France, par exemple. Voilà, si on veut créer des équipes, éditoriales que France ou par pays ou par marque ou par je ne sais trop quoi. Voilà, alors je reviens, sur les slides pour poursuivre. J'en étais là. Alors, pourquoi en résumé, c'est très adapté à l'usine à site? Déjà monobase, ah non, je me suis trompé, alors je vais le corriger en direct. C'est multibase, sinon ça n'a plus aucun sens. Voilà, c'est corrigé. Plus aucun sens. Déjà parce que Strapi propose pas du monobase pour faire du multisite. Il n'y a pas de fonctionnalité pour dire: «J'ai un site 1, un site 2, des utilisateurs qui peuvent éditer que le site 1, le site 2 et cetera». Un Strapi, c'est un site. Voilà, dans la façon dont il a été, pensé et conçu, donc de toute façon, on n'a pas le choix et c'est très bien parce qu'on n'a pas la tentation, du coup, on n'a pas la tentation d'essayer de refaire du multisite avec du monobase, avec tous les problèmes qu'on a pu rencontrer depuis ces 20 dernières années, j'allais dire. Qui sont, bah, par exemple, quand on construit un nouveau site, bah, il faut le faire, soit directement sur la production, parce qu'on n'a qu'une base, donc parce qu'on va avoir beaucoup de mal à transporter, ce qu'on est en train de préparer vers la production. Soit il faut être capable de scripter des imports-exports, dire je prépare un site en pré-production, je suis capable d'exporter les contenus, les utilisateurs, les droits, les nouveaux types, toutes les modifications, les images, tout ce que j'ai contribué, de venir le transporter vers la production dans la base de données de production qui mélange tous les sites. Voilà. Donc, c'est le voisinage avec les autres sites, en fait, qui est encombrant quand on a besoin de transporter du contenu ou des configurations. Donc déjà là, on n'a pas la tentation de le faire, on sait qu'il va falloir s'y prendre autrement et vivre avec, du multisite, multibase de données maximiser les avantages et essayer de contourner les inconvénients. Autre avantage, c'est dans Strapid, il n'y a pas de configuration en base de données. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre, la configuration des masques de saisie, des droits, enfin tout ce que je vous ai montré là précédemment pour, en dehors du contenu, mais tout le reste, c'est dans des fichiers, c'est versionné et il y a des scripts en fait pour mirrorer, les modifications qu'on fait en développement pour les mirrorer sur la prod et cetera. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire des manipulations dans la base de données quand on change une configuration de quelque chose. Ça, c'est très pratique parce que ça facilite énormément tout ce qui est déploiement. Quand on a besoin de synchroniser, 2 environnements de pré-prod à prod, et d'automatiser cette fameuse industrialisation-là, bah, c'est un gros facilitateur de ne pas avoir à faire d'action dans la base de données. En dehors de, bah, la backuper ou la déplacer sa base de données parce qu'elle contient le contenu. Avantage aussi, c'est facile à containeriser. C'est quand même léger Strapi. C'est en gros du Node.js qui s'attache à une base de données, type MySQL ou Postgre, qu'on trouve absolument partout. Donc tous les clouds, tout c'est hébergé aujourd'hui du Node.js et tout le monde fournit du MySQL ou du MariaDB ou du Postgre. Donc finalement, c'est extrêmement facile à containeriser et extrêmement compatible avec tous les clouds, récents, anciens, toutes les façons d'héberger en général. Là où c'est beaucoup plus compliqué sur les monolithes, PHP, type, Drupal, Magento ou autres, qui n'ont pas été conçus à l'époque du cloud. Ce qu'on aime beaucoup aussi dans la usine à site, c'est la culture JavaScript. C'est-à-dire que c'est quand on a aujourd'hui les développeurs qui sont, comme on dit, full stack, hein, qui font du JavaScript en front-end, en back-end, du Vue, du React, et cetera. Donc ils apprécient Strapi parce que c'est fait aussi en JavaScript côté back-end, en Node.js et donc ils peuvent intervenir. Quand il faut créer un plugin dans Strapi, ils peuvent le faire. Ils savent faire du React, ils savent faire du Node.js, ils savent créer un plugin. Et après ils peuvent continuer à faire du front-end. Donc c'est un gros facilitateur dans les équipes projets, de ne pas être obligé de siloter les développements front-end et back-end.
Et puis on apprécie aussi que sur les plugins en général, c'est quand même quelque chose d'assez productif. C'est rapide d'écrire un plugin dans Strapi, que ce soit un plugin fonctionnel, back office ou autre. La boîte à outils proposée aux développeurs pour faire ces plugins-là, elle est confortable, elle est productive. On a moins l'appréhension de se dire: «Oh là là, je vais casser le back office, je vais passer, 2 mois à faire un plugin, je vais» bon, voilà, on a moins cette appréhension-là, on se lance plus facilement et on a, nous, de très bons retours d'expérience sur la productivité de ces plugins. Alors maintenant parlons d'industrialisation. Alors voilà, quand on fait une usine à site avec Strapi, ce qu'il faut industrialiser. Donc généralement le front-end, on ne l'industrialise pas, parce qu'avec les frameworks modernes, type, Vue.js ou React ou autre, on va être capable de, construire un front, de le déployer et le même code sur, les mêmes serveurs peut servir tous les fronts de tous les sites. Le seul discriminant, ça va être le nom de domaine. Alors, en gros, le front, JavaScript, voilà, et selon le nom de domaine, qui est devant, slash la langue, bah, il va savoir, ce qu'il doit faire pour aller chercher son contenu. Il doit savoir que le contenu qu'il va aller chercher concerne le site 1 en français, ou le site 2 en espagnol, ou le site 3 en allemand. Mais c'est le même code JavaScript. Donc, ça, on n'a pas besoin, même si on a 1000 sites, d'avoir 1000 fronts. On en a qu'un seul, on a 1000 domaines, 1000 certificats peut-être, si c'est des domaines différents, des marques différentes, euh, mais qu'un seul front, voilà, qui peut être déployé sur deux serveurs redondés ou qui peut être directement sur du CDN, type CloudFront, Cloudflare, etc. Donc un seul serveur Nuxt ou Next si on fait de la génération HTML dynamique côté serveur. On a aussi généralement un seul back for front, qui est le back-end de dialogue avec le front-end, hein, qui fait ce traducteur pour éviter la discussion en direct avec Strapi et les autres API de notre système d'information. Ça permet voilà, que les fronts aient qu'un seul point de dialogue. Et ensuite, ce qu'on vient cloner par site, c'est Strapi du web. Strapi, c'est-à-dire le code qui exécute Strapi, qui expose l'API, qui expose l'interface d'administration. Donc, c'est lui qu'il faut venir cloner et attaché à une base de données qui est propre à chaque site. Donc la base de données, généralement, bah, on ne clone pas le serveur complet, on crée juste une base. Aujourd'hui, tous les fournisseurs cloud permettent, avec de l'API ou de l'automatisation, de créer une base de données à la volée, soit vide, soit à partir d'un template ou d'un modèle déjà existant. Donc ça aussi, c'est une des vertus du multibase, c'est qu'on peut créer un site à partir d'un autre site qui existe déjà, ou d'un template de site qui contiendrait déjà bah, des menus de navigation, une home page, quelques pages, enfin quelques éléments qui permettent pas de démarre pas de quelque chose de vide, mais voilà, qui est déjà pré-renseigné. Par contre, oui, effectivement, il faut cloner les Strapi, donc ça veut dire que, comme pour héberger un Strapi, il faut l'équivalent d'un serveur ou d'un container qui exécute du Node.js. Si j'ai 1000 sites, j'ai 1000 Node.js qui s'exécutent. Donc ça peut être vu comme une dépense extraordinairement élevée que d'avoir 1000 serveurs ou 1000 sites. Mais en fait, pas tout à fait, parce que quand on est sur du monolithe, monobase, où on aurait, je sais pas, un Drupal qui propulse 1000 sites, bah, le Drupal, il faut qu'il ait suffisamment de mémoire, de CPU, de RAM, de disque pour, supporter la charge des 1000 sites, en fait. Donc on va lui mettre beaucoup de mémoire, beaucoup, de disques, beaucoup, beaucoup de CPU, pour supporter 1000 sites. Et si demain c'est 2000 sites, il va falloir encore augmenter les capacités, mettre plusieurs serveurs pour les redonder, et cetera, et cetera. Donc, alors qu'ici, la taille des conteneurs Strapi, elle est minuscule. Il y a juste le nécessaire pour exécuter ce dont on a besoin quand on appelle, l'API. Donc l'équivalence en consommation, serveur de, 1000 petits sites Strapi, versus, 4 machines virtuelles pour installer un Drupal ou un Magento, hein, je ne veux pas prendre un exemple en particulier. Bah, en fait, elle est tout à fait, la correspondance tout à fait similaire, sans parler après des environnements de pré-production, de UIT, où là aussi on a encore des gains à multiplier, à cloisonner en fait des petits strates comme ça, que d'avoir un gros serveur qui essaie de tout mutualiser. Heu, donc je résume, on peut avoir un seul déploiement et mutualiser complètement la partie front, statique, la partie front dynamique, la partie back for front qui expose du GraphQL et cetera, les serveurs de base de données et ce dont on a besoin de cloner, et donc qui est une variable qui dépend du nombre de sites, c'est, les serveurs pour exécuter Strapi, donc un serveur pour exécuter Strapi et la base de données qui lui est attachée.
Voilà. Et ensuite, ça permet de faire des choses comme ça, c'est-à-dire d'avoir sur une base de configuration, qui peut être derrière un masque de saisie ou d'ailleurs derrière un Strapi d'ailleurs, pour avoir un Strapi qui permet de créer des sites web, avec un type de contenu qui s'appelle site web, le nom du site web, l'URL, la configuration, et cetera. On clique sur publier, ça génère un site web, comme je l'ai fait un peu avant là dans le formulaire pour générer la démo. Donc généralement après ça se termine comme ça avec des fichiers avec, toute cette configuration-là, qui permet de l'envoyer sur Git et dans Git quand on voit qu'un statut passe de, je sais pas, in progress à live, eh bien ça vient, popper, le conteneur qui va bien, appliquer la configuration, les variables d'environnement et ça génère un site. Voilà. Donc c'est la magie qui opère avec l'industrialisation. Alors la boîte à outils derrière par contre, voilà, alors ça fait peur. J'ai mis des petits emojis peur, 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 parce que la première fois que j'ai vu ce schéma, moi, j'ai eu peur. J'ai dit: «Oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça?» Tout ça, tout ça, tout ça pour, générer des sites web, Strapi. Alors bienvenue dans le monde de Kubernetes et du cloud. Heu, ça peut être vu comme un inconvénient, quand on fait, des usines à sites avec Strapi, mais quelque part, c'est aussi le monde moderne. C'est-à-dire que ça peut être vu comme un inconvénient, la modernité par rapport à l'ancien monde. C'est qu'aujourd'hui, il est vrai que la boîte à outils et le nombre de concepts qu'il faut savoir manipuler pour industrialiser, du web, ça devient un gros catalogue, une grosse encyclopédie à absorber. En plus, là, je vous ai mis, par exemple, sur un projet, classique, la liste de tous les services Amazon, par exemple. Quand on est sur du Kubernetes plus du Amazon, si on transpose sur Azure ou Google Cloud, c'est encore un autre vocabulaire, d'autres concepts, des services qui se ressemblent, mais avec des petites variantes. Donc c'est un autre monde, devant nous et c'est qui crée des nouveaux métiers qu'on n'avait pas avant, quoi. Voilà, c'est ces métiers du DevOps, on ne sait plus trop comment les appeler d'ailleurs ces métiers-là, mais qui permettent à la fois d'industrialiser et qui permettent aussi aux développeurs, notamment développeurs back-end, d'avoir beaucoup plus d'autonomie sur ce qui se passe. Alors pour rentrer je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça là, mais en gros dans la boîte à outils classique, il faut des outils de versionning, ça c'est évident, des outils d'observabilité, donc Prometheus, Grafana, Loki, tout ça, c'est pour, avoir de la métrologie, avoir accès à des logs. New Relic, c'est pour avoir accès à des pages, lentes, à des erreurs, savoir diagnostiquer des erreurs. Heu, Plus ces boîtes à outils se complexifient, plus il faut des outils aussi pour observer et comprendre ce qui se passe. Vous savez, c'est l'image qu'on a quand on va chez le garagiste aujourd'hui où il met une valise qui branche à la voiture et c'est la valise qui nous dit ce qui va pas parce qu'en fait, il y a plus de mécanique dans la voiture, donc on peut plus rien comprendre de ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est impossible d'aller démonter les choses, donc il y a plus qu'une valise qui vient les sonder tous les systèmes pour nous dire ce qui va pas. Ici, c'est un peu le même parallèle. On est obligé de mettre des sondes de partout, de tout observer pour comprendre, ce qui se passe, parce qu'on ne pourra pas individuellement aller, inspecter, remplacer une ampoule et par quelque chose d'autre, tout s'est virtualisé dans les modes de fonctionnement. Voilà. Sur Amazon, on a évidemment, Kubernetes, on retrouve des load balancers, des repositories pour Docker, des gestionnaires de clés chiffrées, des stockages, de la base de données, du moteur de recherche, du cache Redis, du CloudFront, enfin voilà, qui est un CDN, et cetera. Et au niveau applicatif, finalement, ça se résume à pas grand chose à la fin, hein. C'est-à-dire au niveau applicatif, on a besoin d'exécuter du Strapi, du Nuxt, du GraphQL. Parfois, j'ai mis Nginx parce que parfois on a besoin de bêtement faire des redirections quand on déploie des sites qui existaient avant, où il faut rediriger vers l'ancien site, et cetera. Donc Strapi n'ayant pas de front, il ne gère pas les redirections lui-même, donc il faut autre chose pour faire des redirections. Voilà. Et donc Nginx, Apache, peu importe. Petite capture d'écran de Argo CD, ça c'est l'outil, que nous on utilise, mais on n'est pas les seuls, c'est un outil open source assez populaire. Il y a des alternatives à ça, mais ça c'est ce que nous on utilise pour décomplexifier l'ensemble, pour donner des outils à disposition des développeurs qui eux sont pas des purs, sysadmins ou des purs experts cloud et cetera, mais leur donner de la visibilité sur qu'est-ce qui est en train de s'exécuter sur le cloud, et après, par exemple ici, pour rentrer dans le détail par exemple, mon Strapi template, qui est mon Strapi modèle, celui que je fais évoluer parce qu'il sert de modèle de départ pour générer des nouveaux sites. Donc lui, il a besoin d'exister parce que si je veux le rajouter quelque chose, il faut que je le rajoute, qu'après, ça serve de base de clonage pour les futurs sites. Ça permet de
D'avoir l'état de ce Strapi template, de voir le pod, à droite là, le pod, c'est ce qui correspond à un Strapi sur, Kubernetes. Donc le pod qui tourne, il est attaché à telle branche, qui est la 5C, 9C machin, d'avoir l'historique en fait des déploiements. Donc le développeur a de la visibilité sur ce qui se passe. Il peut même après aller, cliquer exactement sur ce pod là pour avoir accès au log et savoir, quand le conteneur a démarré, en fait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait au cas où il y a une erreur et cetera. Donc ça, c'est l'effet miroir de cette, complexité, c'est vraiment de donner tous les outils pour pouvoir observer, alerter, manipuler, prendre des actions de l'extérieur de la boîte. Vu comme je faisais le parallèle avec l'électronique, parce que l'intérieur de la boîte aujourd'hui n'est plus vraiment accessible. Voilà, et pour terminer, un petit exemple sur Neuralink. Neuralink, c'est un outil aujourd'hui qui devient indispensable dans ce type d'industrialisation. Parce que imaginez-vous quand vous avez 1000 sites, que vous avez, 2 ou 3 000 petits conteneurs qui tournent. C'est des volumes tels que vous êtes obligé de recevoir des alertes de façon presque passive. Vous pouvez activement aller cliquer ou ouvrir toutes les portes pour voir s'il y a un problème. Donc il faut être alerté de ce qui se passe, exactement comme quand on gère un data center entier. Donc il faut de l'observabilité, il faut être capable d'avoir des alertes qui viennent nous dire, comme dans cet exemple-là, qu'on a eu un appel, depuis le back for front vers Strapi sur une galerie qui est la 80-254, si on veut faire du debug, qui a mis 1 s 30 à réagir. C'est 90 du temps de chargement de l'API qui a mis 1 s 4. Bon, ça peut être rapide 1 s 4, mais ça peut être aussi une alerte, parce que quand on a 1000 sites, ça peut être préoccupant que ça soit en dessous de la seconde, quoi. Donc c'est le genre de choses qu'aujourd'hui on peut configurer dans cette industrialisation-là pour envoyer une alerte, pour dire: «Et quelqu'un doit venir se soucier de ça, parce que la performance se dégrade». On peut prédire que d'ici 2-3 semaines, elle va se dégrader tellement fort qu'il y a plus rien qui va marcher, donc il faut venir réparer ça. En synthèse, Strapi c'est cool, surtout si on a des développeurs full stack JS à disposition. C'est pas un monde de site building où on fait du drag and drop pour assembler des sites, hein, c'est vraiment un monde pour les développeurs. Si le multibase convient à notre modèle économique, si on a vraiment besoin aussi d'être productif dans la contribution, mais sécure, c'est-à-dire, avoir quasiment pas besoin de former les utilisateurs. Ils vont avoir des masques de saisie sans pouvoir faire de bêtises. Si on souhaite profiter du cloud parce que notre IT a un compte Azure ou Amazon, ou Scaleway pour citer un français, on va devoir s'en servir parce qu'on a déjà payé pour et on espère bien qu'on s'en servir pour profiter de tout le bénéfice du cloud en termes de scalabilité, résilience et cetera. Kubernetes, c'est super cool, surtout si on a une super équipe DevOps. Si on est prêt à assumer les complexités qui vont avec, c'est-à-dire, automatiser de bout en bout, être capable de le faire, de gérer des pipelines, des CI/CD, faire de l'infrastructure as code, être capable de s'abonner aux outils d'observabilité. Neuralink, que j'ai montré précédemment, n'est pas gratuit. Donc souvent dans ce monde-là, il y a des outils quand même qui sont payants. Hem et si on sait calculer, voilà, le ratio coût de l'investissement pour un Kubernetes et cette usine d'industrialisation versus le gain. Donc, si c'est pour faire 3 sites, ça vaut peut-être pas le coup, parce que les 3 sites, c'est encore observable manuellement, et ça ne nécessite pas une industrialisation. Voilà. Par contre, si on a un modèle économique où on génère des sites à la volée, fois 10, 100, 500 000, là, effectivement, de toute façon, on n'aura pas trop le choix. Il faudra passer à ce type d'orchestrateur de conteneurs. Mais attention, les usines d'un site, ça reste un sujet complexe. Ça reste un sujet complexe, il faut surtout pas négliger le temps de réflexion, qui est nécessaire à, comment on va faire les rollouts de nos sites, du développement, la pré-prod jusqu'à la prod. Ça implique quoi faire un rollout? Y compris, les domaines, les certificats, la récupération de l'ancien contenu, les redirections d'URL, enfin voilà, bon, tout ça. Quelle stratégie de partage? Il ne faut pas se tromper, à vouloir faire du monobase parce qu'on pense qu'on va partager beaucoup de choses et finalement on partage rien du tout entre les sites et on a que les inconvénients du monobase ou à l'inverse, du multibase et puis finalement on a beaucoup de choses à partager, tant pis. Comment on va mettre à jour tout ce système-là? Mise à jour de fonctionnalités, des versions de Node.js, de Vue.js, de tout doit se mettre à jour tout le temps, de Strapi, il y aura bientôt une version 5 de Strapi, donc c'est quelque chose qu'il faudra financer dans sa roadmap. Comment on va gérer les cas particuliers? Hem, je fais une usine à site, je suis sûr de connaître toutes les marques. Je connais individuellement chaque responsable de marque et ils veulent tous la même chose.
Et là, on démarre, ils veulent tous différents. Et donc il faut tenir bon, hein, pour, pas aller, dans la foire au cas particulier, et s'inspirer du système de composants que je montrais tout à l'heure dans Strapi, qui est assez inspirant pour, pouvoir créer des composants qu'on met à disposition, d'un ensemble pour gérer des cas particuliers. La dette technique et les coûts cachés, évaluer ça quand on a une roadmap sur 5 ans, ce que je disais avant, sur 5 ans, bah, il ne faut pas négliger le coût, des montées de version, des mises à jour. C'est pas ce qu'on déploie aujourd'hui qui sera là dans 5 ans. Il faudra l'entretenir. Donc il y a un budget de démarrage, il y a un budget pour les premiers sites, il y a un budget pour mettre à jour les premiers sites, ce qui donnera des idées, des choses à faire, à pas faire pour les sites suivants. Il y a l'entretien de ça. En fait, on a les mêmes raisonnements quand on fait une usine à site que quand on est éditeur de logiciels et qu'on doit, entretenir sur 5 ans son produit avec une version 1, une version 2, une version 3, une version 4. Il faut mieux avoir des équipes stables, des budgets stables, pas juste 90 la première année et après plus de budget quoi. Voilà, il faut un budget long terme là-dessus comme un éditeur de logiciels, parce qu'on devient soi-même un fournisseur de logiciels pour ceux qui utilisent les sites et donc c'est une culture, c'est un savoir-faire que d'être, éditeur, fournisseur de logiciels. On passe un peu de l'autre côté de la barrière. Quand on est dans une entreprise où on a l'habitude de consommer l'offre d'un éditeur, on devient à son tour éditeur. Donc, c'est aussi inspirant d'observer les éditeurs pour déduire ce qu'on va devoir nous faire en termes de documentation, d'accompagnement, de formation, de mise à jour, et cetera. Voilà. Et je crois que je suis au bout. Voilà, j'ai fait mes 45 minutes exactement. Merci pour votre attention.